La dogme officielle affirmait: Mars a exhalé le dernier souffle de son champ dynamo global il y a environ 4 milliards de ans, lorsque son massif noyau de fer s'est complètement refroidi. Ensuite, comme on nous l'assurait dans les manuels scolaires, le flux de plasma solaire a commencé à balayer paresseusement, méthodiquement et de manière absolument uniforme les restes de molécules de gaz selon une simple loi linéaire. C'est précisément pour enregistrer ce processus pacifique que les ingénieurs de la NASA ont conçu la sonde MAVEN, l'équipant de spectromètres de gaz neutre et d'un spectromètre de masse d'ion, NGIMS. Mais la télémétrie brute et non filtrée de ces dernières années a frappé la communauté scientifique avec la force d'une presse industrielle. En période d'éjection coronale ordinaire, la masse des ions d'oxygène et de carbone entraînés n'est pas seulement balayée, elle est littéralement arrachée de l'ionosphère martienne par de sauvages impulsions qui dépassent de loin tous les modèles de calcul statique. Le bouclier magnétique de la planète est mort, et ce qu'il reste des anomalies magnétiques de la croûte agit selon le principe d'un entonnoir percé. Cette relique ne fait que focaliser le rayonnement solaire en faisceaux laser destructeurs qui évaporent les restes de l'hydraulique martienne en plein vol, décomposant la vapeur d'eau en hydrogène et en oxygène, suivie d'une catapulte vers le vide. Nous, avec un entêtement digne d'une meilleure cause, continuons de tourner en rond autour de ce sujet, en recalculant les gradients de densité micrométriques et en appliquant de nouveaux masques spectraux sur des graphiques élimés. Cela donne l'impression qu'un aveugle essaie d'apercevoir des fissures sur une pierre tombale à l'aide d'une loupe sans verre, ignorant obstinément la dure réalité. L'appareillage de mesure n'enregistre pas simplement une diminution ordinaire de la substance, mais l'effacement méthodique, exécuté avec une précision chirurgicale, de l'enveloppe gazeuse de la planète jusqu'à son socle minéral mis à nu. Nous passons au crible des couches de données stratosphériques, construisons des équations matricielles tridimensionnelles, essayant désespérément de tirer le résultat par les cheveux et de nous prouver à nous-mêmes qu'un monde mort est capable de maintenir un équilibre climatique. Et chaque nouveau paquet de télémétrie nous frappe impitoyablement sur les doigts, nous rappelant que les constantes physiques fondamentales sont absolument indifférentes à nos espoirs grandioses et à nos rapports budgétaires. Et c'est précisément à cet endroit exact que nous nous heurtons de plein fouet au mur de béton armé d'une impasse ingénierie, où toute tentative d'aborder l'impossibilité physique de retenir une atmosphère artificielle sur un globe mort provoque chez les futurologues d'entreprise une crise de foi aveugle et sectaire. L'activation du mode ingénieur réaliste met à nu une vérité cauchemardesque. L'humanité est tout bonnement incapable de créer des boucliers planétaires. Tous nos fantasmes humides sur le fait d'y apporter de lourds réacteurs nucléaires, de faire fondre les calottes polaires de dioxyde de carbone et d'y relâcher des gaz à effet de serre, se brisent contre la balistique impitoyable. Le vent solaire balayera cet air nouveau-né et arraché de haute lutte bien plus vite que les excavateurs terrestres n'auront le temps de creuser la première fondation pour une base martienne. Les ingénieurs sur Terre peuvent calculer à s'en faire pâlir la résistance des combinaisons spatiales, sélectionner des joints en polymère pour les sas et optimiser le rendement des panneaux solaires face à une tempête de poussière prolongée. Mais ils sont absolument impuissants face à un gigantesque sèche-cheveux cosmique qui fonctionne en permanence à pleine puissance. Nous concevons soigneusement des géodésiques d'étanchéité et des modules profondément enterrés sous le sol, calfeutrant hermétiquement les cloisons contre un environnement extérieur agressif. Mais nous oublions complètement que le sol même sous nos pieds est gorgé de perchlorate toxique et que le rayonnement ionisant derrière la mince paroi du compartiment en aluminium transforme tout séjour humain prolongé en une procédure de suicide biologique différée. Encore et encore, nous tournons en boucle au-dessus de nos planches à dessin, passant en revue les alliages aéronautiques d'aluminium et de titane, concevant des systèmes de régénération de l'air toujours plus sophistiqués et des complexes hydroponiques fermés. Nous croyons naïvement qu'une rustine high-tech en matériaux composites est capable d'annuler le verdict sévère de la balistique stellaire. En réalité, nous ne faisons que déplacer les chaises sur le pont d'un Titanic en train de couler, dont la coque a perdu son étanchéité depuis bien longtemps. Dans cette ronde infinie de l'amateurisme ingénieur, nous passons à côté de l'essence même du problème. Nous essayons de bâtir une maison éternelle
sur la paume d'un titan qui serre le poing chaque fois que nous avons l'impression d'avoir enfin atteint la stabilité. Nous nous acharnons sur les calculs de la conductivité thermique du régolithe, débattons de la géométrie des dômes, dépensons des milliards pour des maquettes de rovers, mais nous ignorons une banalité cinglante. L'environnement n'est pas fait pour les compromis, il est conçu pour la destruction anthropique de tout ordre complexe. Nous sommes enfermés dans une illusion profonde et paralysante de toute puissance technologique, imaginant naïvement que l'espace cosmique n'est qu'un nouvel océan terrestre inexploré, qu'il serait facile de traverser sur une nouvelle embarcation perfectionnée, en soumettant les éléments sauvages à l'aide de plans, de formules et de calculatrices de crédit. Mais Mars est le cimetière manifeste et glacial des ambitions planétaires, un monument rouillé et abandonné à l'indifférence universelle, où les étoiles ne jouent pas le rôle de bons et accueillants voisins de paliers galactiques, mais celui de fournaises impitoyables, brûlant méthodiquement toute tentative de la matière de s'organiser en quelque chose de complexe et de viable. Nous siégeons sur notre propre planète fragile, partageons de petits budgets politiques, dilapidons des subventions et construisons des stratégies spatiales pour les siècles à venir, nous croyant le pinacle de la création, tandis que la sphère rouge voisine est en train de perdre, sous nos yeux, les derniers atomes de vie sous la lumière implacable d'un astre indifférent. Nous tournons en rond dans cette impasse existentielle, ruminant sans cesse les mêmes mantras sur l'inéluctabilité de l'expansion et le triomphe de la raison, en oubliant que l'univers ne ressent ni haine ni amour pour nos schémas. Il continue simplement d'expulser les ions des ionosphères mortes avec la précision d'un métronome atomique, nous laissant seulement l'illusion du contrôle sur ce qui a échappé depuis belle lurette à la portée de nos prérogatives. Dans ce grandiose théâtre de la désagrégation cosmique, notre confort terrestre ne fait figure que de répit de quelques secondes avant le retour inévitable au chaos primordial, glacial et silencieux, qui attend patiemment quiconque a osé lever les yeux vers les étoiles froides pour se prendre pour leur maître. Nous versons de l'eau dans ce chaudron de spéculations philosophiques infinies, car il ne reste rien d'autre lorsque l'on se trouve face à face avec l'indifférence d'échelle galactique, où nos grands empires, guerres mondiales, start-up technologiques et découvertes scientifiques ne sont même pas de la poussière, mais une fluctuation microscopique et aléatoire dans le coin sombre d'un cellier abandonné. Et tout en continuant de tourner sans fin dans ce circuit fermé de la folie existentielle, versant de nouvelles portions d'eau dans nos réflexions convulsives sur la fragilité de l'existence terrestre, nous nous cognons le front contre ce même mur aveugle. Toute tentative de trouver une logique supérieure dans les processus planétaires aveugles se solde par un effondrement écrasant. Nous ne sommes qu'un éclair, un instant de conscience accidentelle dans un vide abandonné et hostile, enfermé sur une bille qui ne tient à son atmosphère que par la volonté du pur hasard. Aucun mantra sur le progrès numérique et technologique prochain ne nous sauvera de la désintégration finale. Les villes sur Terre continuent de briller aveuglément de feux néons. Les bourses négocient du vide et des contrats à terme. Les gens se pressent d'aimer et de haïr, remarquant obstinément pas comment le monde rouillé voisin se désintègre tranquillement et méthodiquement au gré du vent, réduisant en miettes tous nos projets grandioses pour le lendemain et rappelant la fragilité fondamentale de toute forme d'esprit face aux ténèbres éternelles. Nous bouclons ce cercle épuisant de réflexion, revenant pour la 100e fois au point de départ de notre optimisme aveugle pour le briser à nouveau contre les chiffres arides des spectromètres et la balistique implacable du vent solaire, conscient qu'à chaque nouveau tour de cette spirale, le même vide béant nous attend, dans lequel nos ambitions se dissolvent plus vite que la brume matinale sous le soleil de midi d'une étoile étrangère et indifférente. Choisissez l'une des deux positions radicales dans les commentaires. Soit nous assistons simplement à un pic temporaire de l'activité solaire après lequel l'ionosphère martienne retrouvera un équilibre relatif, soit c'est un verdict fatal et irréversible à toute tentative de l'humanité de coloniser les planètes voisines. Écrivez votre choix dès à présent.